satisfaction, est-ce que tu peux nous poser un petit peu le contexte quand on évoque ces différents termes, customer success, fidélisation, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Plusieurs choses, ça va dépendre dans quelle industrie, dans le B2B on va travailler. Quand on parle de service client, c'est comment aider mes clients à résoudre des problématiques, comment les accompagner dans leurs usages de produits et services, et également comment mesurer leur satisfaction et comment les rendre fidèles, puisque aujourd'hui, on va se répéter, mais on a le coût du Covid, l'inflation qui est arrivée, donc le coût d'acquisition des clients est devenu très important pour les entreprises, donc il va falloir se concentrer sur comment les rendre fidèles, comment on peut générer de la valeur avec eux. Donc par exemple, chez HubSpot, on va avoir différentes structures. Le support client pour accompagner nos clients dans leurs usages, répondre à leurs demandes existantes. Également les Customer Success Managers, les aider à optimiser leur usage de leur plateforme afin qu'ils prennent pleine puissance de l'outil. Et également, après, d'autres équipes pour mesurer la satisfaction. Également créer des programmes de fidélisation et ou de recommandation, puisqu'on sait que le bouche à oreille devient de plus en plus important pour attirer des nouveaux prospects. Ok, et du coup, dans vos structures respectives, sur cette partie structuration peut-être, pour étoffer ce que dit Raph, comment est-ce que vous êtes organisé chez Livestorm ou chez Aircall sur cette partie succès client et fidélisation? Ouais. Nous, assez simplement, et c'est vrai qu'on retrouve cette organisation-là dans pas mal de startups, de scale-up, nous, on a une partie success, une partie onboarding et une partie support. Donc ça constitue ce qu'on a appelé à une époque le care. J'entends de moins en moins parler de ça, mais tu me diras peut-être pourquoi. Et à l'intérieur, ce qui est intéressant, et ce sera un des éléments peut-être qu'on pourra échanger tout à l'heure, c'est que le success est générateur de revenus versus le support qu'on avait pu avoir il y a quelques années, qui était délocalisé, externalisé. Là aujourd'hui, c'est très très important chez nous pour vraiment s'étendre et retenir nos clients. Et nous, chez Livestorm, du coup, on va le décomposer en 3 parties. Donc, la partie Customer Experience qui est décomposée en 2 groupes. Donc, la partie support client, très classique. La partie Product Education, donc qui va être en charge de créer des articles, de la documentation pour nos clients. Et la partie Customer Success. Et on a aussi même une partie un peu plus technique, vraiment la partie Support Engineer qui va être là pour accompagner l'équipe Care, l'équipe Customer Success pour le traitement des soucis bien complexes sur les bugs de produits et de production. Ok. On a parlé justement tendance marketing, vente, sur cette partie fidélisation, service client. Qu'est-ce que tu observes, toi, Maxime, par exemple, chez Aircall, sur ces tendances-là? On a parlé d'hyper-personnalisation, mais est-ce que c'est la seule composante qu'on retrouve? Ah ouais, alors la personnalisation, c'est vrai qu'on entend ça depuis des années. Ça en refait partie. On a vu 4 tendances, en tout cas, chez Aircall. La première, c'est un service client proactif. Ouais, on recherche, alors quand nous, même personnellement, on recherche une information chez un de nos prestataires ou nos services, etc., on veut trouver l'information par nous-mêmes, notamment sur des problématiques assez simples. Là, il y a un enjeu du coup important de réduction de l'interaction avec une personne physique, et ça marche à la fois pour le consommateur qui souhaite être tout seul, donc pour lui c'est de la satisfaction client, et pour l'entreprise qui voit de la productivité augmenter. Évidemment, on parle de sujets simples pour les sujets un peu plus complexes, notamment en France, et c'est pas parce que je travaille dans la téléphonie, on remarque qu'on souhaite parler à un humain assez rapidement, dès que les problèmes sont complexes. D'un point de vue technologique, c'est, on va dire, un SVI sur un numéro de téléphone, taper 1, taper 2, de l'intelligence artificielle, ou une base de connaissances, on va dire, dynamique, qui permet de faire tout ça. Ça, c'est une première tendance. La deuxième tendance qu'on voit, c'est que le consommateur souhaite une expérience conversationnelle. Le fait qu'il y ait un échange humanisé,
où la prise en compte, en tout cas de la demande, se fait immédiatement. Je ne parle pas de résolution, je parle de prise en compte de la demande, et sur lequel l'agent, en tout cas en face, puisse avoir l'entièreté des échanges précédents, historiques, avec le client. Voilà. Il n'y a rien de pire que partir de zéro à chaque fois qu'on parle avec un service client. Troisième tendance, tu me dis si je vais trop loin. Troisième tendance, c'est la personnalisation. Alors on en parle depuis des années, mais là c'est vraiment, et je rejoins la table 16, c'est via la donnée. Faire en sorte que la donnée puisse, on va dire, traverser toute l'entreprise. On a des données un peu éparpillées un peu partout dans tous nos systèmes. Les stacks sont très très compliqués, très complexes et pas toujours interopérables, donc qui ne discutent pas entre elles. Donc l'idée c'est d'avoir cette donnée-là qui puisse passer entre les systèmes et s'enrichir à chaque fois. Et dernière tendance, qui est peut-être la plus importante, c'est une tendance, on va dire, orga, mindset, on va dire, c'est d'intégrer ces équipes-là dans le reste de l'entreprise. Bon, voilà, elles étaient externalisées, souvent dans d'autres pays, etc. L'idée, c'est qu'elles puissent être très proches des départements marketing, commerciaux et enfin, voire d'autres, puisqu'ils sont en prise directe avec les clients finaux, et aussi qui puissent changer en tout cas l'aspect dépensier. On dépense avec un support client, mais vraiment générateur de revenus, comme je l'ai dit précédemment chez Aircall. Voilà. Ok. Et toi, Samuel, du coup, en tant que Head of Customer Experience, c'est quoi les piliers de votre stratégie de fidélisation ? Pour moi, déjà, ça passe sur un élément simple, c'est de minimiser l'effort du client au quotidien. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un client de pas trouver la question pas trouver la réponse, à sa question de manière facile. Donc, avec une bonne documentation à leur disponibilité. Ça passe aussi par un chatbot, par exemple, où en fait on peut guider le client pour retrouver des réponses dans notre documentation encore plus facile. Donc voilà, pour moi, minimiser l'effort du client, c'est le plus important. Ensuite, on va avoir une analyse, pour moi, qui est encore un élément super important, c'est analyser les points de friction en constance dans l'expérience client. Donc nous, chez Livestorm, on analyse pas mal les retours clients négatifs, on essaie de les catégoriser selon différentes questions. Est-ce que notre temps de réponse était adéquat par rapport aux problèmes rencontrés ? Est-ce que notre manière de communiquer était adéquate ? Et voilà, par plein de catégories, ce qui nous permet en fait de récolter par la suite de la donnée. Je pense qu'on en parlait encore tout à l'heure, et cette donnée, elle est super importante. Ensuite, on va pas mal regarder les commentaires sur, vous savez, c'est sur VNPS qu'on envoie à nos clients, ou même dès qu'un client décide de churn, ils ont la possibilité de mettre un petit commentaire. Et nous, en fait, tout ça, on va les regrouper dans un petit canal Slack. Et en fait, ce canal Slack, toutes ces informations, elles sont renvoyées vers notre équipe support, qui eux, du coup, vont directement traiter ces commentaires au quotidien, faire des retours à l'équipe produit quand en fait on a eu une demande de fonctionnalité sur un retour client, ou par rapport à une demande de service. Et en fait, tous ces piliers-là, je pense qu'ils sont liés les uns avec les autres. Et c'est super pertinent en fait de toujours réévaluer ces piliers au quotidien. Ok, merci. Raph, aujourd'hui, on parle de stratégie, mais effectivement, data et donc aussi plateforme. Ça va être quoi les conseils pour toi pour bien choisir justement son outillage, ses plateformes pour structurer son service client ? Je pense qu'au départ, ça va dépendre, puisqu'il va y avoir des solutions plus orientées B2C pour gérer beaucoup de volume de tickets, avoir des notions de temps de minutes pour traiter un ticket et faire vraiment de l'abattage de tickets. Et dans le B2B, ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà, de bien définir ses objectifs. Est-ce que j'ai envie de fluidifier mon service client, automatiser les demandes et bien les assigner ? Est-ce que j'ai envie de mesurer la satisfaction client ? Est-ce que j'ai envie de rendre autonomes mes clients pour trouver les solutions à leurs problèmes ? Plusieurs points, déjà, cette partie-là. Également,
Comment intégrer cette solution à mon écosystème d'applications? Ça, c'est important. Comment on va partager les informations entre les différents systèmes ou rajouter d'autres modules? Ça, c'est vraiment important quand on a une demande entrante. C'est est-ce que je vais avoir les données de mon client, les informations, par exemple, sur le produit qu'il a acheté, le numéro de référence, qui a traité sa demande, tous les historiques de conversation. Ça va être un sujet primordial. Et également, comment on va traiter ces demandes? On est dans un aspect omnicanal, où on va gérer les demandes par mail, par SMS, par téléphone, sur Internet. Donc il y a beaucoup de choses. Comment on va centraliser ces demandes-là, bien les suivre, bien les assigner? Donc il faut avoir des systèmes qui soient capables de se connecter avec ces différents moyens de communication pour être efficace sur le choix de la solution. Et bien entendu, dernier point, c'est analyser la maturité des équipes à prendre en main l'outil. Est-ce qu'elles vont être capables de se former rapidement, d'utiliser un outil ergonomique, complexe à utiliser? La conduite du changement va être primordiale pour que l'outil soit utilisé pleinement. Et on a parlé effectivement de plateforme et d'omnicanal, de multicanal sur le service marketing, sur le service vente. Maxime, du coup, est-ce qu'on est obligé d'être aussi omnicanal sur le service client? C'est une bonne question. Alors, je vais faire une réponse, je vais dire ça dépend. On voit, il y a eu un effet un peu diamant ces dernières années où on a couru vers le tout canal il y a quelques années. Où on mettait du mail, du téléphone, tous les réseaux sociaux possibles. Je pense que là, aujourd'hui, on se réveille sur un mouvement un peu plus de convergence sur les canaux les plus pertinents, en tout cas, notamment sur la cible avec qui on échange, évidemment, et aussi sur l'industrie. Voilà, il y a des industries où il y a des canaux qui marchent plus que d'autres. Je prends un exemple très simple, c'est la banque. À l'époque, on allait à la banque, on envoyait des mails, on parlait au téléphone, etc. Aujourd'hui, grâce aux banques digitales, et j'ai regardé hier, du coup, on a vraiment deux canaux qui se distinguent. C'est vraiment dans l'application un échange direct par message ou un numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que ce sont les canaux les plus sécurisés sur cette industrie-là. Donc voilà, il ne faut pas partir sur n'importe quoi. Il faut prendre en compte en tout cas la cible à qui on parle et ces industries-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que peut-être le plus important, ce n'est pas soyons pertinents sur les canaux pour pas créer de l'insatisfaction, certes, mais soyons aussi pertinents dans la centralisation de toutes ces informations. Multicanal, du coup, demande encore plus d'efforts sur la centralisation. Et de la donnée, alors on en parle beaucoup, on a beaucoup de données, on n'en fait pas toujours beaucoup avec. L'idée, c'est d'avoir un bel outil et des belles équipes, en tout cas, qui puissent analyser ces détails-là, ces datas-là, pour les faire parler et pour prendre des mesures concrètes derrière. Ouais, du coup, tu me fais une super passe D parce que je voulais justement poser la question à Raph sur justement cette donnée. Depuis ce matin, on parle beaucoup de CRM. Quel doit être le rôle justement du CRM qu'on associe souvent à la partie plus sales, justement commerce, mais c'est quoi le rôle du CRM sur cette partie service client et comment justement on peut consolider cette donnée et l'exploiter au maximum? Généralement, quand on parle service client, on va avoir besoin des données du CRM pour traiter la demande d'un client. Donc, il va jouer un rôle essentiel aux équipes du SAV permettant d'aider le client dans sa démarche de résolution. Donc c'est pour ça que intégrer le CRM avec la brique du service client est primordial pour être le plus efficace possible. On va avoir des outils en standalone qui se connectent avec des CRM, des plateformes unifiées où on aura une vue 360 degrés qui permettra aussi de communiquer avec d'autres équipes et d'aller plus loin, puisque dans le service client, on parle beaucoup de traitement de tickets, de résoudre des problèmes, mais aussi on va parler de satisfaction client, donc ça peut être des données utiles et pertinentes à utiliser pour les équipes marketing quand on est dans des business models où on peut générer de la valeur supplémentaire sur une base de clients installés, faire de l'upsell, du cross-sell, surtout dans le secteur de la tech, du SaaS. En parallèle aussi aux équipes commerciales. Imaginons que un sales ouvre une opportunité et en parallèle son client a un gros bug dans son logiciel. Il vient d'ouvrir un ticket, il est en plein closing, donc il pourra utiliser l'information à bon escient
pour adapter sa démarche, être moins pressurisant auprès du client, attendre que le client soit satisfait pour ensuite vendre son autre solution. Donc, c'est des données qu'on pourra mutualiser entre équipes et un parfait alignement avec tous les départements. Du coup, là, on rejoint cette notion aussi de valeur. Au niveau de, Samuel, de la culture justement client, qu'est-ce qui est important à mettre en place au sein des services? Comment est-ce qu'on inculque une culture client justement dans une entreprise? Et toi, par rapport à ton rôle justement de Head of Customer Experience, comment est-ce que tu vis ça au quotidien? Alors déjà, je pense que la culture client, elle doit être vraiment au cœur de toutes les équipes, que ce soit les équipes commerciales, que ce soit les équipes marketing ou l'équipe support. Ce qui fait vivre une entreprise, c'est le client. Je crois qu'on en parlait dans la première table ronde, vous savez, cette flywheel où il y a le client autour et puis toutes ces convergences autour des équipes. Donc pour moi, en fait, comme le client est autour de tout ça, ça permet en fait, de proposer une offre unifiée et surtout alignée par rapport aux besoins du client. Et comment atteindre ça? Je pense que ça peut passer sur différents points, des objectifs communs. Je sais que nous, chez Livestorm, notre CEO nous donne des objectifs à l'année avec des définitions. Et en fait, c'est pour chaque quarter, chaque équipe doit en fait venir avec un projet qui va être lié à ces objectifs communs. Et qui va être développé du coup dans chaque équipe. Et au final, tout ça est lié à un objectif d'entreprise, donc un objectif commun. Et au cœur de ces objectifs communs, du coup, on retrouve le client. Ensuite, je pense que c'est qu'on l'a encore évoqué dans la première table ronde, c'est le partage d'informations et la communication autour de ces trois équipes. Elle est essentielle, que ce soit du marketing au sales, mais aussi du sales au support. Je pense que communiquer, partager les informations au quotidien, ça fait que améliorer en fait cette expérience client. Et aussi donner des retours clients. Je pense que les feedbacks clients, c'est ce qui fait avancer votre produit, c'est ce qui fait avancer vos équipes. Et c'est pour ça qu'au support, donner des retours, des expériences clients, on y prend, on appuie beaucoup là-dessus, puisque voilà, ça permet d'affiner des campagnes marketing, des demandes de services, des demandes de produits directement avec nos clients. Du coup, ouais, ça me fait penser, mais sur cette partie justement culture, on parle beaucoup des fois de culture code, de customer code, de choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous avez vous au sein de vos entreprises justement pour que les équipes en fait soient justement centrées autour du client? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous avez mis en place des choses particulières? Est-ce que c'est bullshit ou est-ce que c'est réel? Non, pas du tout. Par exemple, chez HubSpot, on va avoir énormément de KPI sur comment les clients utilisent leur plateforme, les niveaux de taux de satisfaction. Donc ça va être des incentives qu'on va donner aux salariés pour s'assurer d'atteindre les objectifs de satisfaction, puisqu'on connaît tous les efforts fournis pour avoir ces clients-là. Donc on a envie de les garder pour longtemps et si besoin à vie. Ouais, et chez Aircall, ça passe déjà par la transparence de la data, c'est-à-dire que nous, on a un Slack channel où tous les jours, on a les chiffres qui tombent, toute la boîte sait, on est tous alignés sur qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, etc. Ça, c'est intéressant. Deuxième chose, c'est on a des témoignages clients lors de notre grande messe, en tout cas mensuelle avec nos CEO, où les clients viennent nous donner un peu leur feedback de leur utilisation. C'est pas toujours, voilà, il y a toujours des points d'amélioration en tout cas à prendre et qui sont pris très très au sérieux et sur lesquels vraiment derrière on met en place des plans d'action. Ça c'est vraiment pour aligner toute la boîte en même temps sur un cas et que le feedback puisse traverser toute l'entreprise. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on aime. Et puis on a aussi notre CEO et puis toute la leadership team qui nous écrit constamment sur notre North Star métrique, donc vraiment celle qu'on regarde tous les jours, c'est le MRR d'un côté, donc notre revenu, mais aussi tout ce qui est NPS et le Net Revenue Retention, donc à quel point on arrive à conserver et à faire grandir nos clients dans Aircall.
Un autre sujet intéressant qui est souvent évoqué quand on parle service client, fidélisation, c'est le niveau d'autonomie des clients, ce qu'on leur amène. Justement, avec les nouvelles technos, on parlait d'IA et on va en parler juste après, mais l'IA, les chatbots, justement, est-ce qu'on doit développer forcément, Maxime, l'autonomie des clients et jusqu'où on doit aller ? Ouais, bah c'est vraiment une tendance nous qu'on a vue, c'est-à-dire que les clients veulent être autonomes dans leur recherche de réponses, en tout cas, plutôt simple ou intermédiaire. Dès que c'est un peu plus complexe, ils souhaitent avoir quelqu'un en direct. Alors l'IA, je suis un peu d'accord avec Ludovic, c'est encore un joli gadget aujourd'hui, on ne sait pas trop vers où ça va nous emmener. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas magique. L'IA, ça a besoin de se nourrir et de se nourrir assez régulièrement et avec beaucoup de données. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans contenu, il n'y aura pas d'IA, enfin, il n'y aura pas d'intérêt, en tout cas, pour le consommateur final de contenu. C'est-à-dire que toutes les boîtes, j'espère, autour de nous aujourd'hui, mettent en place des knowledge centers, enfin en tout cas des éléments pour que le client puisse aller chercher de la donnée. Et l'IA, pour moi, sera plus un moyen pour aller résumer cette donnée-là, la rendre accessible et la rendre peut-être plus claire dans plusieurs langues un peu partout dans le monde. Voilà. Je suis complètement d'accord avec ça, surtout sur les knowledge base ou les chatbots. Et je pense qu'ici, il faut l'aborder de deux manières. C'est l'expérience client, forcément positive, parce que du coup, le client il peut trouver sa réponse tout seul. Mais aussi, c'est un win-win côté support, parce que du coup, on va pas te demander de la ressource humaine en constance pour répondre à ces demandes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un challenge qui a, comme beaucoup d'entreprises, c'est comment rendre notre service client le plus efficace possible. Et ça, c'est un challenge que moi, j'ai au quotidien en tant que Customer Head of Experience. Et j'imagine que ce challenge est similaire pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Sur la partie service client, et effectivement, on a fait la transition avec les équipes commerciales. Un sujet qui, je sais, te tient à cœur, c'est justement et qui est une des premières étapes de la fidélisation, c'est l'onboarding. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce que tu as pu mettre en place chez Livestorm? Comment est-ce que se passe un onboarding et les points clés pour vous et l'importance que ça a chez vous? Ouais, effectivement, du coup, l'onboarding, c'est un point qui est essentiel dans l'expérience client, parce que même si on a un bon produit, mais que le client il sait pas utiliser ce produit-là, bah, on le fidélise pas. Et je pense que c'est hyper important d'accompagner le client dans les premières étapes d'utilisation du produit. Et aujourd'hui, nous, chez Livestorm, on a développé pas mal de petites choses, des choses automatisées, notamment avec des in-app messages. Donc, vous savez, c'est des petits messages qui vont pop-up directement quand on est sur notre tableau de bord. Et en fait, qui vont accompagner le client dans l'utilisation du produit, mais sur les premières étapes clés. Donc nous, ça va être directement sur la création d'un compte, où on va, par exemple, rediriger le client vers une petite vidéo ou vers notre Help Center pour lui expliquer la présentation du produit, la présentation de notre dashboard, du marketplace et ce genre de choses. Ensuite, on va aussi lui donner ce même type de message sur la création d'un premier événement et la publication d'un premier événement, et ensuite le conseiller sur quelles sont les meilleures pratiques avant d'aller sur scène en live avec pas mal de participants. On va aussi l'accompagner dès qu'un événement est terminé pour le rediriger vers notre dashboard où on va avoir toute cette partie analytique où il va pouvoir analyser en fait son événement. Et aussi exporter sa liste de participants, je pense à nos commerciaux, nos marketeurs ici. Et bien sûr, on va aussi proposer avec notre produit donc des sessions de training, que ce soit à la demande. Donc dès qu'un client va créer un compte chez nous, on va le rediriger vers ces sessions de training, qui sont les vidéos en fait qui sont préenregistrées par nos équipes pour découvrir le produit, partager des astuces, des petites techniques d'utilisation. Donc on a ces trainings à la demande, on propose aussi des trainings qui sont live, donc on va faire la présentation de la solution, mais aussi on va finir par la foire aux questions traditionnelle à la fin. Et bien sûr, avec notre équipe CSM, où du coup on va avoir proposé des trainings qui sont plus personnalisés par rapport au use case de chaque client, et bien sûr des sessions d'onboarding qui sont plus décomposées selon les étapes clés d'utilisation du produit avec le client. Maxime ? Ouais, je veux bien ajouter aussi donc ça il y a du offline et il y a du sur demande.
Nous, ce qu'on fait aussi chez Aircall, parce que c'est de la téléphonie, il y a aussi de la portabilité, il peut y avoir vraiment des éléments où on a besoin d'accompagner le client. On a un onboarding, en tout cas, qui est inclus dans la prestation, enfin, en tout cas, dans la licence. Un onboarding physique sur plusieurs pays qui dure le temps du besoin, grosso modo. Et on voit que c'est un élément vraiment clé et très différenciateur par rapport à d'autres solutions qui ne le font pas. Et voilà, entre le offline, le on-demand et le parcours, on va dire, obligatoire avec des personnes physiques qui font l'onboarding, c'est vraiment clé, en tout cas chez nous. C'est quelque chose sur lequel on gagne par rapport à d'autres. Ouais. Ouais, c'est justement un sujet là, sur lequel j'aimerais peut-être avancer un peu plus, mais on est tous à vouloir structurer notre service client. Aujourd'hui, justement, entre la part sur un onboarding d'automatisation versus d'accompagnement humain, parce qu'on parle de valeur, c'est quoi cette part de full automation où la personne, on va dire, elle va s'onboarder quasiment toute seule versus le besoin humain, en tout cas, qui est par exemple Raph chez HubSpot. Comment vous ressentez ça et quelle est la part d'humain versus Alors chez HubSpot, on a des onboarding aussi. Ça va dépendre en fait du niveau de complexité d'abonnement que nos clients vont utiliser. On va avoir des onboarding qui ne sont pas obligatoires, d'autres obligatoires et aussi avec des partenaires qui peuvent faire l'onboarding à la place d'HubSpot. Donc par exemple, chez HubSpot, c'est un onboarding à distance. On va avoir une série d'appels avec les clients. On va le guider étape par étape avec un consultant dédié pendant 2-3 mois. Et on va s'assurer après la fin de l'onboarding, une passation avec un Customer Success Manager. Tandis que nos partenaires, ils vont pouvoir faire plus, toute une prestation à la place du client, tandis que nous, c'est de l'aide à distance. Mais on a aussi en parallèle, je crois que c'est la prochaine question, donc j'en parlerai après, d'autres ressources qui permettent de rendre autonomes nos clients sur la prise en main d'HubSpot. lesquels ? L'HubSpot Academy, par exemple, donc pour faire des formations en ligne, donc formation outils et formation aussi métier, pour apprendre le métier de marketeur, de commercial, comment apprendre à prospecter, par exemple, comment faire une campagne d'emailing. J'ai une question tout à l'heure dans la salle. Également la base de connaissances qui est riche, très très riche, et qui permet d'avoir la notice d'emploi et utiliser les outils à pleine puissance, et aussi d'autres dispositifs comme la communauté, où là on peut échanger entre clients, partenaires. HubSpot permet à nos clients de voter des demandes d'évolution de produits, et HubSpot va l'intégrer dans sa roadmap produit par la suite. Et après, club utilisateur, ça c'est des ateliers en physique organisés par nos partenaires HubSpot. Justement, là, sur cette partie après engagement client et fidélisation, on parle beaucoup de communauté. C'est quoi pour vous, justement, est-ce que c'est pas l'avenir de la fidélisation client, de réussir à créer une communauté autour, là en l'occurrence de vos applications SaaS? Voilà. Quel est votre regard par rapport à cette création de communauté et comment est-ce que ça se matérialise chez vous? Raph, si tu veux enchaîner, ou Maxime, n'importe. Je crois que Raph, c'est le plus mature, en tout cas, sur le sujet. Ouais. Enfin, HubSpot, pas moi, peut-être, mais par exemple, HubSpot, nos fondateurs ont créé un événement annuel qui s'appelle Leanbound pour rassembler tous nos prospects, clients, partenaires, prestataires autour de plein de sujets gravitant avec HubSpot, qui permettant de se retrouver, de parler de sujets de métier, de problématiques que chacun d'entre nous peuvent avoir au quotidien. Et c'est un événement assez fort. Et Darmesh, je ne sais plus le nom par contre, a lancé une communauté pour rassembler justement tout cet écosystème. C'est un nouveau réseau social et justement c'est un peu l'avenir de ce que HubSpot essaye de mettre en place avec ça. À titre de... Nous, en tout cas, on peut parler de communauté au sein, par exemple, des agences partenaires. On voit l'importance que ça, en tout cas, de effectivement fédérer une communauté qui peut justement être un relais. On parle d'un des meilleurs moyens de faire du business aussi et de fidéliser et après
pour pouvoir maximiser son ROI, c'est justement la recommandation, le fait que les gens vont vendre les services, créer des véritables ambassadeurs en fait pour nos entreprises. Et c'est vrai que quand on arrive à ce niveau-là de partenariat, on va dire, et de travail long terme avec nos clients, c'est aussi une vraie force. Et cet aspect communautaire se ressent de plus en plus. Et j'ai envie de dire d'autant plus avec effectivement ce post-Covid sur lequel on s'est tous retrouvés à vouloir se retrouver aussi en physique, refaire des événements. Et c'est super important aussi pour justement les entreprises de réussir à être là, par exemple, aujourd'hui, pour pouvoir se retrouver, échanger autour de thématiques qui nous concernent tous. Donc effectivement, cet aspect communautaire. Ouais, et sur la communauté, alors on peut l'avoir sur plusieurs approches. Il y a la communauté de clients, où les clients parlent entre eux de problématiques sur la plateforme. Ça, c'est hyper puissant, HubSpot le fait. Nous, pas encore. Il y a la communauté de partenaires. Alors moi, c'est mon job en plus de créer ça, de maintenir ça et de faire en sorte que la mayonnaise soit toujours aussi bonne et prenne sur plusieurs partenaires. L'idée, au final, c'est de créer vraiment un écosystème où entre partenaires, on puisse être vraiment très très proches, très très complémentaires, et que le business puisse se faire ensemble et bien réparti sur toutes les équipes. Juste pour compléter ce que disait Maxime aussi, nous on a développé une image de marque assez forte aussi autour du Culture Code, qui est un peu la bible d'HubSpot. C'est comment on se voit travailler chez HubSpot, comment HubSpot voit le marché, comment HubSpot veut aider ses clients. Et c'est super important, ça donne vraiment envie. Quand j'ai commencé les entretiens de recrutement, en lisant ce Culture Code, j'ai envie de travailler dans cette entreprise qui est bienveillante auprès de ses clients, de ses partenaires et de son écosystème, puisqu'on a aussi un écosystème d'applications. Donc c'est quelque chose aussi qui est primordial pour avancer. Cette table ronde est sur le point de se terminer. On va enchaîner avec la dernière table ronde, donc qui sera autour de l'IA. Du coup, pour leur faire une petite passe D, IA, bonne ou mauvaise chose? C'est juste bon ou mauvais? Je dirais bon. Bon aussi, ouais. C'est un seul mot, vraiment? Ouais. Bon, très très bon alors. Ok. Voilà, merci à tous et merci pour votre intervention.